s'agit de la première rencontre après l'élection du président Boni Yayi à la tête de l'Union africaine. Redevable vis-à-vis de ses pairs du continent, son objectif est de les associer le plus possible durant son mandat aux prises de décision sur l'avenir de l'Afrique. Un continent qui représente plus de 20% de la superficie mondiale des terres arables, plus de 30 millions de kilomètres carrés, d'importantes ressources pétrolières, minières et agricoles, mais caractérisées par des situations paradoxales. Notre continent n'est pas uni dans sa marche vers la paix, la stabilité. Des efforts louables ont été certes consentis, mais où en sommes-nous aujourd'hui, 50 ans après les indépendances? Le dernier sommet d'Addis Abeba n'a pu désigner le président de la Commission de l'Union africaine et ses membres, alors que des défis sont immenses et s'imposent à l'organe. Le président de l'UA a également émis son souhait de bénéficier de l'expérience et de la sagesse de ses pairs qui, par le passé, ont brillamment assumé cette mission. Il a pour ce faire soumis à la réflexion des chefs d'État et de gouvernement du continent certaines interrogations majeures qui doivent sous-tendre leurs travaux. Comment renforcer notre unité ainsi que la capacité d'anticipation et de réaction de notre organisation pour faire face dès maintenant aux défis multiples et multiformes auxquels notre continent est confronté. Après cette ouverture officielle, la dizaine de chefs d'État et de gouvernement présents à ce sommet a continué les travaux à huis clos. La Commission nationale, la société civile, le secteur privé et les confessions religieuses ont engagé à conjuguer leurs efforts dans la lutte contre la corruption, la concussion et la fraude en République du Congo. La charte créant le cadre de concertation au sein duquel ils vont agir a été ratifiée ce lundi à Brazzaville. Les partis signataires feront grâce à cette charte la promotion de la bonne gouvernance, de l'obligation de rendre compte et de l'instauration de la démocratie participative. Ainsi, cette charte est un document de travail. C'est la traduction d'une part de notre prise de conscience collective sur les effets néfastes que porte ce phénomène et d'autre part de notre volonté commune de lutter efficacement et durablement contre ce fléau. Ceci pour dire que le gros du travail reste à venir et à faire. Nous n'en traçons aujourd'hui que le canevas et les grands axes de ce travail. La société civile se réjouit d'avoir été associée dans la lutte contre la corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées. Pensons que la question de la corruption ne doit pas laisser les non-voyants et les malvoyants en marge, parce qu'ils subissent aussi la corruption. Donc voilà pourquoi nous nous sommes engagés aux côtés de la Commission nationale de lutte contre la corruption pour travailler ensemble, pour essayer d'emmener notre pays à se libérer de ce fléau. À travers ce cadre de concertation né de la signature de cette charte, toutes les parties prenantes affichent et manifestent leur volonté de combattre ce fléau aux conséquences néfastes sur le développement durable du pays. Les crises sociopolitiques que le Burundi a connues en 1972 puis en 1993 ont fait que plus de 2 millions de Burundais se réfugient dans les pays limitrophes du Burundi et surtout en Tanzanie. Depuis 2001, une commission tripartite Burundi, HCR et la Tanzanie a été mise en place pour le rapatriement volontaire des réfugiés burundais du sol tanzanien. Ainsi, la commission a enregistré des résultats positifs. Depuis le début de l'opération en 2002, nous avons pu rapatrier dans leur chère patrie plus de 500 000 réfugiés burundais vivant en Tanzanie. Et le gouvernement de la République de Tanzanie a accordé la naturalisation à plus de 160 000 réfugiés burundais. Cela étant, depuis 2010, le nombre de rapatriés burundais se trouvant dans les camps de réfugiés en Tanzanie a sensiblement diminué, de la tenue d'une réunion à Bujumbura des membres de la commission tripartite afin de connaître les causes de cette réticence. Le rapport de cet exercice d'analyse nous permettra, d'une part, de mieux comprendre les causes réelles de la réticence de nos compatriotes malgré toutes les mesures de promotion active du retour volontaire prises jusqu'ici, mais sans succès. D'autre part,
Les résultats du même rapport nous donnera la lumière nécessaire pour mettre en œuvre un plan d'action visant à mettre fin à la situation résiduelle des réfugiés vivant dans le camp de Mutawira. Plus de 67 000 réfugiés burundais vivent encore en Tanzanie et le dernier camp de réfugiés devra être fermé définitivement avant le 31 décembre de cette année. Situé en plein cœur du Sahel, le Niger est un grand pays d'élevage par excellence. C'est d'ailleurs l'une des principales mamelles de l'économie du pays. L'importance de son cheptel fait du Niger un grand exportateur de viande et son peuple grand consommateur. Pour la seule ville de Niamey, ce sont plus de 2000 têtes de bétail qui sont abattues à l'abattoir frigorifique de Niamey, un abattoir d'une capacité de 16 tonnes par jour et qui se retrouve avec plus de 100 tonnes de viande par jour. Mais ce qui constitue la principale préoccupation des Nigériens aujourd'hui, ce sont les conditions de traitement de la viande et sa distribution sur les différents marchés de la capitale. Des conditions d'hygiène qui laissent à désirer et qui inquiètent les populations nigériennes. La viande à l'air libre, sans mesure de protection efficace, cela suppose que la viande sera polluée avant sa destination. On a beaucoup parlé de ça, mais jusqu'à présent, on constate que les bouchers continuent à transporter les carcasses de viande sur les motos ou bien sur les toits des taxis, alors que cela n'est pas sans conséquence sur la santé de la population. Préoccupation partagée par le président de l'Association des consommateurs du Niger, qui appelle au respect des normes qui régissent le secteur de la production de viande. Un produit d'origine animale après abattage doit être transporté dans une chaîne de froid. Donc un camion avec chaîne de froid. Normalement, c'est comme ça que ça doit faire. Les bouchers doivent avoir un mécanisme de conservation. Depuis plus de 10 ans, les travailleurs du secteur de la viande réclament la construction d'un nouvel abattoir répondant à toutes les exigences qu'impose la profession. Engagement a été pris par les différents régimes qui se sont succédés, mais le projet tarde à voir le jour. La modernisation ne suit pas le développement du secteur, ce qui amène certains consommateurs à s'intéresser à la viande importée dont l'origine et la qualité restent tout de même douteuses. Cela est une réalité. Le Cameroun est l'un des pays africains à avoir une riche diversité linguistique. Près de 300 langues nationales, dont une quarantaine, sont déjà formalisées. À partir du moment où une langue est déjà standardisée, écrite, et qu'elle a des supports didactiques avérés et des enseignants pour l'enseigner, il n'y a plus de problème d'enseignement de cette langue. Il y a en fait autour de 35 ou 40 langues où les livres didactiques sont déjà traduits, prêts et publiés. Quelques-unes de ces langues, comme l'Ewondo, parlées dans la région du centre et du sud du pays, ou le Douala dans le littoral et le Féfé à l'ouest du pays, sont enseignées à l'université et dans quelques établissements scolaires du secondaire. On a commencé à l'université vers les années 63. Il y avait déjà un département d'études africaines, de linguistique africaine. Et ensuite, on a pris le niveau médian, c'est-à-dire au niveau du MINESEC, ministère des enseignements secondaires. Il y a une inspection nationale des langues camerounaises. Avec le projet École et langues en Afrique de l'Organisation internationale de la francophonie, l'enseignement des langues nationales va sûrement franchir une autre étape. Le Cameroun a adhéré le 24 janvier dernier à l'initiative Elan à Bamako. C'est une avancée substantielle dans la mesure où l'accompagnement d'écoles et langues en Afrique, Elan, va se manifester par un déblocage de fonds qui seront destinés à un certain nombre d'actions prioritaires. Un espoir entretenu par les autorités camerounaises, ce d'autant plus que la promotion des langues locales est inscrite dans la Constitution. Et au cours de la cérémonie officielle de célébration de la 13e journée internationale des langues nationales, le ministre camerounais de l'Éducation de base l'a réaffirmé. Le secteur éducatif au Sénégal est secoué par des perturbations depuis le début de l'année académique. Après déjà 3 mois de grève, les enseignants accusent le silence des autorités dont les priorités sont ailleurs en cette période de campagne électorale pour la présidentielle du 26 février. Un travail de masse a été fait
dans les autres ordres en termes de construction, d'infrastructures, etc. Il est évident qu'il y a eu un déséquilibre criard en termes d'investissement, d'infrastructures entre justement les niveaux donc, du préscolaire et du moyen secondaire et celui du supérieur. Les enseignants sont démoralisés, ils sont démotivés, c'est ce qu'on appelle le malaise enseignant, parce que l'État a préféré investir dans les dépenses de prestige, comme le monument de la Renaissance, le FESMAN. À la place, ils ont délaissé l'enseignement, qui est un élément essentiel dans le développement d'un pays. Craignant le syndrome des années électorales, marquées souvent par des années blanches, les étudiants invitent à un dialogue. Parmi eux, 16 000 nouveaux bacheliers tentent d'être orientés dans les différentes universités du pays, actuellement désertées par les professeurs. Depuis pratiquement plus de 3 mois, nous avons observé, c'est le constat de tous ces citoyens sénégalais, que les étudiants ne font plus cours. Et c'est une situation quand même très inquiétante. En ce moment, il n'y a pas de dialogue entre les différents acteurs, étudiants, enseignants et gouvernement. Et je pense que cela est surtout dû à l'ambiance et à l'atmosphère dans laquelle nous vivons actuellement. Pour sauver l'année, les enseignants en général demandent la résolution du déficit du corps professoral et la faiblesse des capacités d'accueil des infrastructures pédagogiques. La réforme des titres universitaires et la défiscalisation des indemnités de logement et de documentation notamment figurent également sur le tableau de revendications. On les appelle écaillères, des professionnels du nettoyage du poisson, un métier qui prend de l'ampleur et qui apporte une valeur ajoutée au poisson à cuisiner. Ce métier, pas besoin d'une école pour l'apprendre. On a appris ça comme ça, écailler avec le couteau ou bien une grattoir. Ces dames écaillères fonctionnent à plein régime toute la journée et leurs tarifs sont connus. Si on fait 1 kilo, c'est à 100 francs qu'on fait pour nettoyer. On fait le filet c'est 300 par kilo. C'était 100 francs le kilo en général. Les prix varient selon la commande du client, si les clients veulent des coupes simples ou des filets. Écailler le poisson au marché, c'est une valeur ajoutée qui allège la tâche aux acheteurs et donne satisfaction. Ils nous nettoient ça, ils nous font comme on veut, ils nous nettoient ça, on le prend à la maison. Pour ne pas se déranger pour le nettoyage à la maison. Je payais là-bas, je viens toujours chez madame ici pour faire ça nettoyer. Parce que là, c'est ça travail. Ce travail n'est pas sans risque. Elle en rencontre quelquefois avec les instruments tranchants qu'elles utilisent. Quand on se blesse avec nos instruments, nous mettons du sel et du citron. Et quand on arrive à la maison, on va chez les médecins. Elles travaillent sans désemparer malgré le risque du métier. Ce métier qui leur procure des revenus et qui leur permet de subvenir à leurs besoins. C'est ça qui nous donne à manger et notre enfant. Les enfants partent à l'école, on nourrit les enfants, on paye avec l'argent de l'école. Avec les écaillères, rien n'est jeté. Les déchets sont recyclés. Un circuit intégré en somme. Et jeter. Les déchets, nous les jetons loin vers le pont de bas dans la lagune. Ça permet de nourrir d'autres poissons. Ainsi fonctionnent les écaillères, à leur satisfaction et à celle des clients.